Dans un hommage à un film catastrophe des années 70, certains cadres ont surnommé le siège de la CMA-CGM la tour infernale. Est-ce qu'on veut un monde dans lequel il y a ce type d'entreprise, quoi? C'est-à-dire finalement où il y a une quête de puissance permanente. Tu vas pas dans le sens du management, tu es un problème, donc soit tu te casses, soit tu te tais. Jacques Saadé a décidé d'installer son siège social à Marseille et il paye le plus de taxes professionnelles. Il aura donc l'édifice le plus haut de la ville. Cette leçon de politique marseillaise est de Jean-Claude Gaudin, l'ancien maire de Marseille. C'était le 14 janvier 2008 à l'occasion d'une visite ministérielle. À l'époque, on est en pleine campagne des municipales et Marseille est toujours engluée dans les années 90. Imaginé par le fondateur de la CMA-CGM, le gratte-ciel doit être la première pierre de la skyline du littoral de la seconde ville de France. C'est un rêve de la droite locale. La tour de 33 étages et 147 mètres de haut, finalement 15 de moins que la Bonne Mère, a été pensée à l'image du fonctionnement très pyramidal de l'entreprise. Mort en 2018, Jacques Saadé était surnommé Dieu le Père. Tout en haut de cet empilement d'open space, il y a la présidence. On y accède par un ascenseur privé. Viennent ensuite les directions stratégiques, la communication, l'affrètement, l'approvisionnement en fuel, le service juridique, les étages dédiés aux 250 lignes maritimes de la compagnie. Les ressources humaines sont au milieu. Tout en bas, on trouve l'informatique, le restaurant d'entreprise, la salle de sport, l'auditorium. Cette hiérarchie a aussi son importance hors de l'entreprise. L'étage où chacun travaille alimente les discussions entre salariés et anciens salariés, au même titre que la vue ou non sur la mer ou sur les favelas. C'est le nom que donnent les salariés de la CMA-CGM au quartier populaire du 2e arrondissement de Marseille. Sorti de terre en 2011, le gratte-ciel est aujourd'hui le symbole de la puissance du 3e armateur mondial et de la famille Saadé. Désormais aux manettes, les enfants de Jacques Saadé, Rodolphe, Tania et Jacques Junior, sont actionnaires à 73% du groupe via la holding familiale Mérite. Au 30e étage de la tour, le bureau de Rodolphe Saadé, président PDG depuis 2017, est devenu une étape incontournable pour les présidents de la République ou leurs ministres. Et pas seulement parce que la vue y est exceptionnelle, comme on peut le voir sur ces images. Si les dirigeants se pressent à la CMA-CGM, c'est que l'entreprise est stratégique pour la France. Elle est présente dans 160 pays et son activité, au même titre que Total, est au cœur de la mondialisation. Le fret maritime transporte 90% des marchandises à travers le monde. La compagnie fait du soft power et elle a des capitaux solides. C'est devenu rare, résume un spécialiste de l'économie maritime qui souhaite rester anonyme. Grâce à ses 40 milliards d'euros de bénéfices nets en 2021 et 2022, Rodolphe Saadé multiplie aussi les achats stratégiques pour sa famille et pour son entreprise. Le milliardaire a investi dans les médias, la Provence et la Tribune en tête. Ce proche d'Emmanuel Macron rend également service à la patrie. Il est entré au capital d'Air France et il a abondé à hauteur de 200 millions d'euros dans le fonds gouvernemental de décarbonation du secteur maritime. Il a aussi réglé la déambulation du pape dans les rues de Marseille en septembre. Via la fondation CMA-CGM, présidée par sa sœur Tania, Rodolphe Saadé soulage aussi régulièrement Benoît Payan, le maire d'hiver gauche de Marseille. La fondation soutient des associations et des projets et finance des équipements comme le City Stade de l'esplanade de la cathédrale de la Major.
En regardant derrière les vitres du gratte-ciel, il est possible d'avoir une autre vision de la réussite ostensible de la famille Saadé, celle des salariés marseillais, des cadres à 80%. Et elle est beaucoup moins glamour que ce que raconte la communication du groupe. Dans un hommage à un film catastrophe des années 70, certains cadres ont surnommé le siège de la CMA-CGM la tour infernale. Même en période faste, comme au sortir de la pandémie de Covid-19, ces fameuses années 2021 et 2022, l'ambiance à la tour n'est pas au champagne pour tout le monde. Un ancien cadre qui est resté plus de 15 ans chez le 3e armateur mondial, que l'on nommera Yann, témoigne. Quand les tarifs du fret ont atteint des sommets, il n'y a jamais eu autant de pression. Chaque conteneur valait de l'or, il ne fallait pas en perdre un seul, et d'insister. On demande toujours plus. Il y a une pression quasi quotidienne sur les objectifs. Principale activité du groupe, le fret maritime pousse à ses dérives. La CMA-CGM est propriétaire de 277 bateaux, mais en fait naviguer près de 600. Sur ce total, 95% sont sous pavillon de complaisance dans des paradis fiscaux. Les enjeux financiers sont multiples. Gérer le temps de transport au mieux parce que chaque minute de retard peut être facturée. Avoir le meilleur taux de remplissage au meilleur prix, réapprovisionner en carburant au moindre coût. Au siège de la CMA-CGM, l'activité des quelques 3000 salariés, sur plus de 3600 en France et près de 170 000 à travers le monde, est avant tout de la gestion financière, de flux d'informations. Une ancienne responsable de service à la direction des ressources humaines estime que la CMA-CGM fonctionne comme une start-up parce qu'elle exige une adaptabilité constante. Au milieu des années 2010, Yann a fait un burn-out et a été arrêté quelques semaines. C'est loin d'être le seul à avoir craqué. En un peu plus d'un an, la compagnie maritime a été condamnée dans au moins 3 dossiers concernant son management. Le 31 janvier 2023, la Cour de cassation a définitivement condamné le 3e armateur mondial pour homicide involontaire dans l'affaire du suicide de commandant Philippe de Ruy en février 2011. La Cour confirme que la CMA a commis une faute d'imprudence en lien indirect mais certain avec son décès. Officier reconnu et exemplaire, le commandant de Ruy n'a pas supporté une mise au placard arbitraire après un accident causé par son second sur son navire. La lettre testamentaire de Philippe de Ruy dénonce une entreprise qui, selon ses mots, traite les gens comme du bétail. En octobre 2022 et mai 2023, la compagnie maritime a également été condamnée par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et harcèlement moral. Dans ces 2 dossiers, les plaignantes dénoncent ce qui ressemble à un manuel de pratiques managériales toxiques, du harcèlement, un changement répétitif de décision, une hiérarchie absente ou défaillante. Une des victimes a même reçu le téléphone de son supérieur en pleine figure. Dans l'affaire d'octobre 2022, un arrêt de travail cité dans le jugement est particulièrement éloquent. Le voilà. Le 11 mars 2014, le docteur A indique « J'ai reçu ce jour Madame Y, 45 ans, après avoir reçu un appel de l'infirmière de son lieu de travail qui souhaitait que je voie rapidement cette patiente. Madame Y allègue avoir eu une violente altercation téléphonique avec l'un de ses supérieurs. Depuis, elle souffre d'un état de choc psychologique, pleurs, tremblements, palpitations, constatés par l'infirmière de son lieu de travail qui m'a alors contacté. À ma consultation, la patiente est en pleurs avec tremblements incontrôlables de tout le corps et contractures musculaires diffuses. 2 ans plus tard, la psychologue de Madame Y s'alarme toujours de la persistance, je cite, de stress post-traumatique avec troubles anxieux sévères, angoisse et effondrement de la personnalité psychique, émotionnelle et physique. Dans une réponse écrite à nos questions sur le management à son siège, la CMA a balayé ces 2 jugements. Ce sont 2 cas individuels et anciens, il n'y a eu ni poursuite ni condamnation pénale. Et pour cause. Madame Y est liée par une clause de confidentialité dans l'accord qu'elle a signé avec la compagnie maritime juste après la condamnation de cette dernière. Selon mes interlocuteurs,
Le changement de génération à la tête du groupe n'a eu aucune incidence sur le management. Ça a été un espoir déçu pour beaucoup qui attendaient énormément dans ce domaine de l'arrivée de Rodolphe Saadé. Autant vous le dire tout de suite, ce soir, vous ne verrez personne témoigner directement du management à la CMA-CGM. J'ai contacté une trentaine de salariés, d'anciens salariés de la Tour. Celles et ceux qui ont accepté un ou plusieurs entretiens ont réclamé le strict anonymat. Toutes et tous ont donc des prénoms d'emprunt. À l'exception de celui de Jean, dont nous avons légèrement modifié la voix à sa demande, les témoignages que vous allez entendre ont été enregistrés par des journalistes de Médias Vivants. En fait, salariés et anciens salariés de la CMA-CGM ont peur et craignent des représailles. Beaucoup tiennent un double discours troublant, du genre « oui, le management est problématique, mais mon travail est intéressant, les conditions sont bonnes, l'entreprise marche bien, dans d'autres boîtes, c'est pareil ». Émilie et Yann font partie de ceux-là. Malgré des moments parfois durs, les deux jurent avoir vécu une très bonne expérience professionnelle chez le 3e armateur mondial. Pourtant, la première compare Rodolphe Saadé à Cyril Hanouna. Quant au second, la première fois où je l'ai rencontré, il m'a demandé de mon téléphone pour vérifier que je ne l'enregistrais pas. Cette boîte, elle fait flipper, soutient Jean qui a travaillé près de 3 ans à la Tour CMA-CGM il y a quelques années. Je vous laisse écouter son explication. J'ai ressenti que c'est une entreprise qui ne s'arrêtera à rien pour rester où ils sont, qui opère dans des endroits du monde qui ont d'autres règles ou pas de règles. Cette boîte, elle fait peur, elle fait flipper. Rencontré au début de l'été dernier, Fabrice m'a, lui, immédiatement prévenu. S'ils savent que j'ai parlé à un journaliste, je suis viré et ils pourraient m'attaquer en justice et me mettre sur la paille. Ils font partie des puissants. Fabrice travaille depuis une dizaine d'années pour le 3e armateur mondial. Nous avons donc décidé de laisser témoigner sa compagne à sa place, estimant que ça pourrait être intéressant d'avoir un regard un petit peu décalé sur son parcours professionnel. Mais ça a été impossible de l'enregistrer elle aussi. Celle que j'ai appelée Élise s'est désolée. Il y a 3000 salariés à Marseille, mais Fabrice a peur qu'on me reconnaisse. À sa décharge, Fabrice a été destinataire en septembre dernier, comme l'ensemble des salariés de la Tour, de ce mail. C'est un message de vigilance par rapport à de possibles sollicitations médiatiques. Pour faire simple, c'est une interdiction de parler aux médias. Le courrier est signé Tania Saadé-Zeni elle-même. Elle préside donc la fondation CMA-CGM, mais elle est surtout directrice générale déléguée du groupe, en charge notamment de la communication. À l'époque, les émissions d'investigation de France Télévisions, Complément d'enquête et Cache Investigation, s'intéressent au groupe. Comme vous le voyez, il s'agit d'instructions, faire, ne pas faire, dont un très subtil, ne pas dire « je n'ai pas le droit de répondre », de parler à la presse. En résumé, Tania Saadé-Zeni demande aux salariés de rester courtois et de renvoyer les journalistes vers le service presse. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'elle envoie ce genre d'instructions aux salariés. Je m'excuse de la qualité de l'image. Comme vous le voyez, c'est la photographie d'un écran d'ordinateur. La personne qui me l'a fourni m'a expliqué que son ordinateur pro est complètement verrouillé par la CMA-CGM. Impossible de transférer un message via une boîte mail personnelle, d'imprimer un document avec une imprimante personnelle, d'enregistrer un document sur une clé USB. Finalement, il n'y a pas que les salariés et anciens salariés qui sont parano dans cette entreprise. Fabrice est arrivé à la CMA-CGM parce que, selon ses mots, de l'extérieur, c'est une belle boîte. Je l'ai rencontré chez lui. Dans un coin de son bureau, traîne une petite pancarte prémonitoire. Il n'est pas obligatoire d'être fou pour travailler ici, mais ça aide. Vous l'avez compris, aujourd'hui, Fabrice déchante. À l'image de près d'un tiers des avis sur la CMA-CGM laissés sur des sites de recherche d'emploi comme Indeed ou Glassdoor, il ne recommande pas son entreprise. À part, peut-être, m'a-t-il précisé, à des jeunes sans enfants et très ambitieux. Voilà un exemple récent d'avis.
Le 13 juin, un chef de produit en poste à la CMA-CGM, depuis plus de 8 ans, décrit un management des RH catastrophique ou inexistant, un management par la peur généralisé et aussi une pression permanente du top management. Il y a quelques années, Fabrice aussi a été proche de faire un burn-out, mais lui ne s'est pas arrêté. Avec l'âge et l'expérience, il m'a expliqué qu'il encaissait mieux. La pression dans son boulot vient autant de ses managers que de l'organisation ou la désorganisation du travail chez le troisième armateur mondial. Il y a aussi un problème de sous-effectif. Pour Fabrice, ça se traduit avec des projets qui s'accumulent et des dates de rendu très rapprochées. Donc des périodes de travail particulièrement intenses. Il lui est par exemple impossible de terminer un projet sans exposer son temps de travail. Selon lui, ça représente des centaines d'heures supplémentaires gratuites chaque année. Pour illustrer cette pression, Élise, sa compagne, m'a parlé du concept maison P0 pour priorité zéro. C'est le travail qui te tombe dessus et que tu dois rendre dans la journée. Donc c'est à gérer avec en plus les P1, P2, P3. Je vous laisse écouter le témoignage d'Élise. Fabrice n'est pas un poste où tu peux être en sous-régime. La pression est presque insoutenable. S'il ne fait pas le travail, il peut se retrouver dehors. Il a donc plus de soirées où il travaille que de soirées où il ne travaille pas. Pour lui, c'est presque plus compliqué de prendre du temps libre parce qu'il va le payer. Ça lui arrive même de dire « je vais travailler, ça va me détendre ». Il a toujours l'impression de prendre du retard, de ne pas éponger. Quand c'est ric-rac, qu'il y a plus de pression, on donne une prime pour le remotiver. Mais au-delà de la charge de travail, ce dont souffre aussi beaucoup Fabrice, peut-être le plus, c'est de ne pas avoir les moyens de faire les choses sérieusement. Ça se ressent sur sa disponibilité avec nous. Au quotidien, notre vie familiale est très précaire. Il y a toujours le risque d'une urgence à régler. Il ne peut pas s'engager sur les vacances, par exemple. Contrairement à ce que dit Fabrice, même célibataire et ambitieux, beaucoup de jeunes cadres n'apprécient pas plus que lui le management à la CMA-CGM. Ils sont nombreux sur les réseaux sociaux à afficher des expériences d'1 ou 2 ans seulement. Leïla et Jean font partie de ces jeunes cadres. Leïla a la trentaine et déjà une solide expérience quand elle arrive à la tour CMA-CGM quelques années avant la pandémie de Covid-19. Elle a été embauchée par une filiale de la compagnie maritime. Bien qu'étant au siège, ça l'a préservée du management maison, selon elle. Elle est restée moins de 2 ans. Leïla m'a expliqué que c'était parce qu'elle avait fait le tour de son poste, mais aussi parce que l'ambiance à la tour était, selon ses mots, pas géniale. L'expression est faible au regard de son témoignage. À la CMA-CGM, c'est le management par la peur. Il faut être une grande gueule pour tenir. En face de nous, il y avait une direction dans laquelle les secrétaires de direction changeaient régulièrement. On les voyait revenir de réunions en pleurs. Presque toutes partaient en burn-out. Seule celle qui arrivait à prendre de la distance tenait. J'ai aussi vu en réunion des personnes désavouées, pour qui ça a fait un choc, surtout au regard de l'investissement. J'ai le souvenir d'une réunion où une personne, peut-être un peu désordonnée, mais qui bossait beaucoup, s'est pris une réflexion. Il est devenu livide, il a été muté et je ne suis pas sûre que c'était voulu. Jean a, lui, une trentaine d'années lorsqu'il est recruté pour travailler aux lignes maritimes. Après un CDD dans lequel il estime avoir fait ses preuves, il réclame un CDI. L'expérience vire au cauchemar. J'étais tout le temps dans le collimateur. C'est pareil pour les collègues. On était sous pression pour produire un maximum de bénéfices. On va dire que quand ça chauffait un peu dans l'open space, tout le monde baissait les yeux et on ne s'implique pas, on ne défend pas, parce que on veut pas rentrer encore plus dans un collimateur qui existe déjà. Enfin, les gens, ils avaient peur pour leur position. Du jour au lendemain, tu pouvais être viré. J'ai vu quelqu'un de mon service qui avait 15 ou 20 ans de boîte du jour au lendemain parce qu'elle ne plaisait pas. Alors peut-être qu'il y avait plus de choses que je n'étais pas au courant, mais du jour au lendemain, elle a disparu. Lundi soir, elle était là au bureau et le mardi matin, il n'y avait plus ses affaires, il n'y avait plus rien, parti. Quand tu vas pas dans le sens de ton manager, bah après ça cherche la petite bête partout. C'est-à-dire, ah, là t'as pas fait ça, t'as pas fait ci.
et bien visible pour le reste de l'équipe. Des choses juste pour rabaisser en permanence sur l'aspect physique, ou alors sur le job en soi. Ah, t'as pas fait ça, t'es mauvais. Enfin, vraiment, c'était en permanence, constamment. Et une fois que t'es dans le collimateur, c'est très difficile de s'en sortir. Tu vas pas dans le sens du management, tu es un problème. Donc, soit tu te casses, soit tu te tais. Harcelé, Jean tombe en dépression, multiplie les arrêts de travail et finit par démissionner. C'était ça ou ma santé. Et ma santé mentale. Donc en 2 ans, j'avais perdu 15 kilos. J'étais un squelette. J'avais des migraines. Mal au dos en permanence. Bloqué parfois le matin. J'ai vomi plusieurs fois dans le métro en allant au travail. Boule au ventre. Enfin, vraiment, c'était la totale. Et je suis arrivé au bout. Parce qu'après, il y en a eu des arrêts de travail pour ça. Où je me suis présenté au médecin en costume cravate et j'ai eu des prescriptions pour médicaments assez forts pour pouvoir dormir, pour gérer les migraines. Ça a été très difficile. Ça a mis bien 6 mois avant que les idées noires commencent à partir. Pour comprendre un peu mieux le management à la CMA-CGM, je vous demande d'accueillir Christophe Massot. Il est sociologue des organisations du travail et réalise des audits sur les risques psychosociaux en entreprise pour un cabinet indépendant. Merci d'être là ce soir. Donc, la première question, on est dans un secteur stratégique, dans une entreprise qui a grandi très rapidement. Est-ce que ça influe sur le management ? Alors, d'abord, c'est assez impressionnant hein, ce que tu as passé. Enfin, franchement, ça m'a... OK. Alors, sur le... Non, mais il faut le dire, parce que... Et peut-être, effectivement, il faut faire un petit point. Alors, quand il m'a posé les questions, faire un petit point sur ce que ça veut dire aussi la CMA du point de vue de ce qu'ils produisent, quoi. Parce qu'il faut bien s'imaginer qu'ils faisaient 500 millions de chiffre d'affaires dans les années 90, fin des années 90, hein. Il me semble qu'ils sont passés à 2 milliards au début des années 2000. Ils sont passés à... Alors du coup, j'ai repris le chiffre, mais je crois qu'ils ont pris 16 milliards en 2016. Et là, ils sont à 75. Donc ça veut dire qu'en 25 ans, ils ont fait 105 fois 150. Et à peu près idem sur le nombre de salariés, quoi. Fin années 90, c'était 1000. Et puis là, tu as dit tout à l'heure, il était 170 000. Ouais. Donc c'est une folie, hein. Voilà. C'est une anomalie, hein. C'est quelque chose qui est très particulier. Sachant qu'en plus on est sur des industries à très forte intensité capitalistique, hein. C'est-à-dire qu'un bateau ça coûte 150 millions, enfin à peu près hein, aujourd'hui. Donc la question qui se pose c'est comment un acteur comme ça, il déboule, il arrive et en 25 ans il prend une telle place, quoi. Voilà. Hein, donc c'est pour bien mettre ce cadre et il y a 2 éléments très importants qu'il faut comprendre, je pense. Le premier, c'est cette notion de conteneur, quoi, hein, le conteneur. Et là, on a l'objet magique, hein, l'objet clé hein, de la mondialisation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, hein, le conteneur a permis, on va dire, une circulation des marchandises, en fait, des marchandises qu'on appelle des biens intermédiaires, c'est-à-dire d'usine à usine, hein, qui ont permis ce qu'on appelle la mondialisation, c'est-à-dire la mise en concurrence hein, des fournisseurs, des boîtes, des travailleurs à l'échelle mondiale. Et en même temps, se mettait en place aussi, hein, dans ces années-là, hein, ce qu'on appelle la ligne production ou le juste à temps, hein, c'est-à-dire l'absence de stock. Et donc on avait des flux internationaux de biens intermédiaires, d'usine à usine, qui arrivaient juste à temps avec une mise en concurrence permanente hein, de tous les fournisseurs, de tous les biens, hein, pour maximiser hein, les coûts de production. Donc là, on a un élément qui est au cœur hein, du développement de la mondialisation à la fin des années 90, années 2000, hein, et c'est même l'objet magique hein, de la mondialisation. Et avec un effet, l'autre effet aussi, c'est que c'est des industries qui ont, on appelle ça un effet volume extrêmement important. Hein. C'est-à-dire que plus les bateaux sont gros, hein, plus le prix unitaire de la box, hein, du conteneur, hein, est petit. Hein. Et dans un régime de concurrence extrêmement fort, hein, on va dire que c'est une course où celui qui perd 1 mètre, hein, eh ben, il perd tout. Hein, voilà.
Et donc en permanence, là, il faut aller chercher les plus gros conteneurs, il faut chercher les plus gros ports, il faut chercher les temps. Et finalement, c'est des industries monstrueuses, avec des volumes toujours plus grands de conteneurs, mais où tout se joue presque sur le détail, sur la minute dans le port, sur le plus gros conteneur, sur le coût qu'on peut avoir, sur la réponse qu'on peut donner, et sachant que si on perd cet avantage, ce petit truc, eh ben on est avalé. Et on a eu une concentration des acteurs de ce secteur extrêmement importante depuis 30 ans. Voilà. Et quels sont les effets justement de ces éléments sur le management? Est-ce que comme l'appelle Leïla, on peut parler de management par la peur? Alors, ça effectivement, c'est ce qu'on entend. Donc là, alors moi je peux pas, parce que on n'est pas rentré dans la CMA, parce que c'est comme tu le dis, c'est quelque chose de très opaque. Et c'est plutôt une réflexion qu'on peut avoir effectivement, parce que c'est pas le management qu'on apprend dans les écoles de commerce, quoi. Voilà. Dans l'école de commerce, on va apprendre, alors un peu ancienne école, à encadrer, gérer, prévoir, organiser, voilà. Mais dans les nouvelles écoles, il faut être je vais le faire comme ça, mais il faut inspirer, produire des synergies, développer l'intelligence collective, être un leader qui va inspirer une vision qui, par rhizome, va susciter des énergies individuelles et collectives, ce type de choses. Et là c'est pas le cas. C'est pas le cas. On n'est pas dans ce cadre-là. Donc, bienvenue dans la réalité des organisations contemporaines. Et alors, qu'est-ce que ça produit? Alors, management par la peur, effectivement, il y a la question du secret, se taire. Il y a la question de l'absence de contre-pouvoir. Et moi, ce que je voyais là dans ce qu'on écoutait, c'était aussi l'arbitraire. C'est-à-dire qu'on ne sait pas. À un moment, il dit on ne sait pas sur qui ça va tomber. Il y a des cadres qui étaient là depuis 17 ans. Du jour au lendemain, on ne le voit plus. Ils ne savent pas vraiment pourquoi, apparemment. Personne ne sait vraiment pourquoi ils se prennent des choses dans la tête. Ou on ne sait pas qui demain, à 6 h, on va chercher au lever à 6 h du matin pour l'emmener, on ne sait pas où, quoi. Et donc cet arbitraire, il est très coûteux. Il est très coûteux parce que finalement, ça produit quoi? Ça produit, comme il le dit dans l'open space, c'est que finalement, tout le monde se rétracte. Tout le monde a peur. Tout le monde s'empêche dans son initiative. Et donc, c'est un empêchement, c'est une diminution de ce que peuvent porter les gens au travail. Et finalement, là... Et c'est très coûteux parce que c'est très coûteux en énergie pour faire face à ces éléments, à cette peur, à cette incertitude, à cet arbitraire. Et là, on voit des gens qui soit somatisent, soit alors s'épuisent à déployer une énergie pour lutter, pour chercher à vivre dans cet arbitraire, quoi. C'est comme ça que en étant un peu extérieur, c'est comme ça que... Et c'est des choses que j'ai pu voir ailleurs, par ailleurs. Okay. Lorsqu'on s'est rencontrés, tu m'as expliqué que ces problèmes te semblaient irrationnels. C'est même ton mot. Oui. Pour quelle raison? Alors ça, c'est vrai que c'est une vieille question parce que on se demande pourquoi ils font ça, quoi. Pourquoi ils font ça? Parce qu'on aurait des cadres qui sont bien payés, relativement. J'avais pas l'info, mais tu m'avais dit que quand même, par rapport au marché, ils étaient relativement bien payés. Et ils pourraient très bien créer un système corporate où les cadres seraient fiers d'appartenir à la CMA, une aventure collective. On leur mettrait un peu de reconnaissance, on leur mettrait des beaux bureaux, enfin ce type de choses. Et puis les cadres, c'est rarement des anarchistes, des marxistes, et donc du coup, ils pourraient suivre assez rapidement dans le truc. Alors pourquoi ils font ça, quoi? Et c'est une question... Alors, j'avais dit irrationalité, mais en fait, j'ai réfléchi un peu et peut-être que... Alors, la première hypothèse, c'est qu'il y a s'il y a ça, c'est qu'il y a des secrets à tenir. C'est qu'il y a une raison. Alors, les secrets, c'est pas forcément des secrets inavouables, c'est pas qu'ils transportent le cartel de Mexico, n'importe. Ça peut être aussi que les informations ici, elles sont tellement importantes, il y a une tension concurrentielle tellement importante que chaque information a une valeur extrêmement forte. Et dans ce cadre-là, il y a une culture du secret. D'ailleurs, c'est une culture du secret. Mais je suis allé un peu voir, mais les autres grands armateurs, MSC ou le danois Mex, là, Merck, exactement. Ils ont la même réputation d'un secret absolu des affaires. Donc peut-être qu'on peut se dire que dans ce secret, il y a une raison. Peut-être la deuxième aussi, ça, je suis d'accord, on le voit souvent, c'est qu'en fait, on ne comprend pas pourquoi ils font ça. Et là, il y a un nombre de boîtes où on peut aller, et on ne comprend pas leurs décisions. Derrière une façade de maîtrise. De maîtrise technique, de provision, de stratégie. Derrière, on ne comprend pas pourquoi ils font ça. On ne comprend pas. Et donc là, peut-être aussi, il faut peut-être remettre dans le cadre, c'est que quelqu'un comme Saadé, qui multiplie par 150 le chiffre d'affaires, qui
ça montrait la tête de n'importe qui aussi. Hein. Il faut bien le voir. Qui c'est qui ne deviendrait pas un peu fou de partir de 500 millions de chiffre d'affaires il y a 25 ans et d'arriver à 75 milliards, quoi. C'est quand même très particulier, quoi. Et quand on arrive à cette croissance, comment ne pas se prendre pour Dieu le Père, pour de vrai, hein, et pas voir le monde avec des fourmis en bas et comment accepter un contre-pouvoir des éléments contradictoires. Et après, moi, je pense qu'il peut encore y avoir une autre hypothèse, hein, je les partage, hein, parce que je ne sais pas laquelle est la bonne, hein, mais c'est que finalement, cette violence, hein, on peut la penser comme un dysfonctionnement, comme quelque chose qui n'est pas normal. Hein. Mais on peut aussi lui dire qu'elle a un sens, quoi, hein. Elle a un sens parce que là, on est sur une industrie, hein, on est sur des systèmes qui ont mis en concurrence, hein, très fortement au niveau mondial, hein, les ports, les fournisseurs, les travailleurs, les États, les législations, et qui a en permanence, hein, une mise en concurrence extrêmement forte sur ces éléments. Et avec l'idée que si on perd un peu, on est distancé et on meurt, on coule dans quelques années. Et donc finalement, là, cette violence, hein, c'est en fait parce qu'ils sont dans un système violent. Hein. Ils sont dans un système violent où à aucun moment il faut lâcher pied, quoi. Et donc quelque part cette violence, cette dureté, hein, cette violence qui mettent en place au niveau mondial, hein, c'est comme si on peut faire l'hypothèse qu'elle était aussi pratiquée en interne, quoi. C'est qu'ils l'apprennent, ils la pratiquent pour la déployer. Voilà. Et que là, elle a un sens presque industriel, hein, elle a une fonction d'être, hein, c'est qu'on est dur, on est violent, parce qu'il faut l'être et parce que c'est notre job. Et les salariés sont interchangeables, finalement, dans cette économie aussi, hein. Alors, c'est vrai, ouais. C'est vrai que... Alors, interchangeable, c'est vrai que... Ça, c'est une question qui est importante aussi, hein. C'était effectivement dans la possibilité du développement de cette violence, de cette culture du secret. Hein. Parce que, si vous voulez, quand on a des salariés qui ont une technicité forte, on va dire, un métier rare, qui n'est pas disponible sur le marché du travail, hein. Ces salariés ils vont avoir une forme de rapport de force, quoi. Parce que si on me vire, vous ne retrouverez personne pour me remplacer. Hein. Et ça, on peut l'avoir dans n'importe quel métier, enfin, pas n'importe quel métier, mais en tout cas, ça existe aussi bien au niveau cadre que technicien ou n'importe. Et là, effectivement, c'est des métiers qui sont plutôt ce qu'on appelle des métiers de planeurs, hein. Alors, c'est les termes en sociologie, voilà, c'est Marianne Dujarier qui a notamment travaillé dessus. C'est-à-dire, c'est une gestion de flux d'informations, hein. On gère des flux d'informations à distance, hein, avec différentes logiques, hein. Et là, potentiellement, effectivement, ça peut se trouver sur le marché. Hein, ça peut se trouver sur le marché. Effectivement, s'ils partent, eh ben, on peut en retrouver assez rapidement. Hein. Et peut-être même que dans le cadre de la CMA, là, ce qu'on leur demande, c'est peut-être moins une technicité forte sur le métier qu'effectivement un engagement permanent à suivre constamment des flux mondiaux, hein, parce qu'il n'y a pas d'horaire sur ces flux, hein, et toujours à les suivre en permanence pour avoir toujours ne jamais avoir un poil de retard, hein, et toujours être au maximum d'une situation concurrentielle. Et donc là, ce qu'on cherche, hein, c'est une énergie, finalement, qu'ils doivent déployer permanente, hein, qui ne doit jamais s'arrêter pour tenir la concurrence internationale. D'accord. Pour en revenir à la violence, je vais revenir sur le thème. Émilie, à la fin du deuxième entretien qu'on a eu ensemble, s'est posé la question si dans ce genre d'entreprise, dans le genre de multinationale, en fait, il ne fallait pas ce genre de PDG qui se prend pour Dieu le Père ou qui impose cette violence dans les rapports sociaux. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que j'en pense ? Ça, il faudrait, on peut le partager entre nous, mais alors, je pense qu'il y a une fonction, hein, ça, je ne vais pas y revenir, et c'est peut-être aussi alors, ce serait peut-être une réponse de citoyen, voilà, peut-être une réponse de citoyen plutôt, c'est qu'effectivement, il peut avoir une fonction, hein, ce management dans ce type de boîte. Okay. Mais moi, j'ai envie de faire une réponse de poupée russe, hein, c'est-à-dire, est-ce qu'on veut un monde dans lequel il y a ce type d'entreprise, quoi, hein. C'est-à-dire, finalement, où il y a une quête de puissance permanente, hein, qui ne peut pas connaître de limite, hein. Et en fait, la limite va s'arrêter quand il y aura un seul survivant, hein, quand il n'y aura plus qu'un armateur mondial qui aura le monopole sur les ports et qui pourra en dicter ses prix et faire ce qu'il veut, quoi, hein. Donc c'est plutôt, oui, il a une fonction, mais est-ce qu'on veut ça, hein ? Est-ce qu'on veut ça, nous ? D'accord. Justement, sur cette fonction, sur ces garde-fous, on a l'impression, en tout cas, que à la CMA-CGM, il n'y en a pas face à ces pratiques managériales. Comment l'expliquer ? Ça, c'est une vaste question aussi, hein. Ouais. Pourquoi il y a... Alors, presque on préfère des niveaux. C'est parce que déjà nos États, hein, voilà, que ce soit l'État français ou l'Europe, hein, c'est leur programme politique, hein, de la mise en place de ce type de marché mondialisé concurrentiel. Voilà. Et quitte à avoir un acteur, qui soit en France,
même s'ils ont 3-4 000 salariés français et puis le reste au niveau mondial. Hein. Donc un acteur français, mais voilà, hein, à la hauteur de ces proportions-là. Peut-être qu'ils préfèrent l'avoir au niveau national, quoi. Et même après, moi je dirais qu'au niveau local, hein, que peut faire finalement aussi au niveau local, il a un poids exorbitant qui est démesuré par rapport au territoire marseillais. Et même en interne, finalement, là on voit un syndicalisme. J'avais regardé les chiffres de turnover, il parlait de 30% en turnover, c'est-à-dire le 30% entre les entrées et les départs. Hein, enfin, ça dépend comment il est calculé, mais c'est le taux de renouvellement des salariés, on va dire. Et donc là, on a en fait une population qui est instable. Hein. Donc construire un syndicalisme sur une population instable, qui est fragilisée parce qu'elle est interchangeable sur le marché du travail, avec un management dans lequel qui défait les collectifs, hein, c'est très compliqué de construire un syndicalisme qui puisse s'opposer à une direction de ce type-là. Et donc un contre-pouvoir. Un contre-pouvoir. Hein. Et donc là, je vois qu'au niveau international, au niveau national, au niveau local, même au niveau interne, hein, moi je vois la partie, elle est bien déséquilibrée, quoi. Merci beaucoup, hein, Christophe Massot. Le management par la peur, comme l'appelle Leïla, a une histoire à la CMA-CGM. C'est ce qu'explique le spécialiste d'économie maritime qui souhaite rester anonyme et que vous allez entendre. Dans le milieu, on sait que la CMA-CGM a un fonctionnement très personnel. Tout le monde doit savoir qu'il est sur un siège éjectable. On sait que des gens sont recrutés et finissent par partir au bout de 6 ou 12 mois, parfois en burn-out parce qu'ils ne correspondent pas. Ce sont des gens normaux dans une boîte compliquée. Les management meetings dont nous ont parlé plusieurs témoins en sont l'exemple le plus marquant. Ces réunions hebdomadaires rassemblent autour du PDG les principaux cadres dirigeants de l'entreprise et sont parfois très violentes. Des participants y sont dénigrés, certains ressortent en pleurs. Dans une enquête sur le système Saadé de novembre 2022, l'Obs raconte que Rodolphe Saadé lui-même a subi des humiliations publiques du temps de son père. Moins sanguin que ce dernier ou que sa sœur Tania, Rodolphe Saadé a lui la réputation d'être très autoritaire. Dans un entretien au Monde en février 2022, ce quinquagénaire, toujours tiré à 4 épingles et d'apparence très calme, expliquait « On peut me dire non, bien sûr, mais pas trop ». La dernière à l'avoir fait, c'est l'éphémère directrice des ressources humaines du quotidien La Provence. Elle aurait refusé de s'excuser d'avoir tenu tête à Rodolphe Saadé dans une réunion de direction. Arrivée le 1er octobre 2023, elle est repartie le 31. Ce management par la peur au plus haut de la tour CMA-CGM a des conséquences. Dans une espèce de réaction en chaîne, beaucoup de directeurs font redescendre la pression sur leurs subalternes. Et ainsi de suite. Des managers sont également déplacés au gré de leur performance, parfois du jour au lendemain, quitte à déstabiliser les équipes. Dans sa réponse, la CMA-CGM assure au contraire avoir, je cite, toujours favorisé le bien-être de ses collaborateurs et mis en place des dispositifs sociaux, notamment par accord d'entreprise, plus favorables que le Code du travail ou la convention collective. Elle explique aussi mettre à disposition de ses salariés une salle de sport ou même des vélos électriques, et même un espace médical. Surtout, elle affirme, je cite encore, avoir mis en place depuis plusieurs années un ensemble cohérent de mesures permettant de sensibiliser, prévenir, alerter, agir pour garantir des conditions adaptées, système d'alerte, formation obligatoire. Le troisième armateur mondial réfute également un turnover très important à son siège. Il est de 32%, comme l'a dit Christophe Massot, selon son rapport 2022 sur les relations sociales de l'entreprise. La CMA-CGM affirme pourtant qu'il n'est que de 2,14% au niveau du siège de la Tour. Ce chiffre paraît vraiment très faible au regard des affirmations de nos témoins qui parlent tous d'un turnover important. Pour beaucoup d'entre eux, la contrepartie à ce management toxique sont des rémunérations importantes. Selon Leïla, son salaire était autour de 5 000 € par mois brut, soit 15% au-dessus de la moyenne locale à boulot égal. C'est ce que confirme aussi Émilie, qui a travaillé plusieurs années aux ressources humaines. Voilà son explication. Ça, c'est la fourchette pour le middle management, le management intermédiaire. Il y a aussi des rémunérations indécentes pour ceux que l'entreprise va chercher.
au-dessus de 150 000 € par an, voire beaucoup plus. À la CMA, on est trop payé pour ce que l'on fait, mais les niveaux de rémunération sont élevés parce que l'entreprise a une mauvaise image et un fort turnover. C'est donc compliqué de recruter à Marseille. La rémunération est finalement le seul facteur de rétention et c'est ce qu'il y a de pire en ressources humaines car les gens sont malheureux, ne sont pas épanouis, mais ne partent pas. Quand quelqu'un part, ça se passe rarement mal parce que les SAAD sortent le portefeuille. La politique salariale est effectivement attrayante. Il y a des augmentations liées à l'ancienneté, il y a des négociations annuelles obligatoires qui suivent plus ou moins l'inflation. Il y a des augmentations personnelles, des primes collectives ou individuelles, de l'intéressement. Selon l'armateur, en 2023, il y a une augmentation collective, enfin générale, de 6%. Il y a aussi une enveloppe d'augmentation personnelle de 2% et des primes et des intéressements. Dans sa réponse, la compagnie maritime s'enorgueillit aussi, selon ses termes, de mener une politique volontariste de distribution de la richesse créée collectivement et d'insister. C'est sans doute la raison pour laquelle nos rémunérations sont au-dessus de la moyenne des entreprises de notre taille et ou des entreprises de la région. En 2021, certains salariés ont pourtant ri jaune, malgré des primes qui ont atteint 4,5 mois de salaire. La CMA-CGM avait réalisé une année exceptionnelle avec 16,4 milliards d'euros de bénéfices nets et avait été très généreuse. Mais Evergreen, son concurrent taïwanais, l'avait été encore plus. Ses primes, à lui, ont grimpé jusqu'à 40 mois de salaire. Pourtant, ses bénéfices étaient 3 fois moins importants que ceux de la CMA-CGM. Délégué syndical central CFDT, Olivier Patin est le seul représentant d'une organisation syndicale de la CMA-CGM à nous avoir répondu. Les deux premières, la CFE-CGC et FO, ont snobé nos sollicitations. La CFE-CGC réclamait pourtant, en janvier 2023, une étude sur la santé des cadres de la CMA-CGM. Le CDTiste confirme que les rémunérations de la compagnie maritime sont très intéressantes et même qu'elles sont pour elle un moyen de garder ses salariés, notamment à Marseille. Comme vous allez le voir, il confirme également les problèmes de management à la tour. Il peut y avoir du management toxique, personne ne peut le nier. La situation dépend de la pression et du manager. Il y a des services qui sont plus sollicités et au siège, c'est plus compliqué. Mais il tempère immédiatement. Mais c'est comme partout en France. Pour Olivier Patin, ces questions de souffrance au travail sont par contre souvent utilisées par les employés du 3e armateur mondial dans des négociations salariales et ou de départ. In fine, le syndicaliste reprend assez largement le discours de la CMA-CGM sur sa gestion de ce problème de management. Voilà ce qu'il nous a expliqué. Sur les cas de harcèlement, la direction est réactive. Elle déclenche à chaque cas des audits de cabinets indépendants. On négocie sur ce sujet, on discute aussi sur l'égalité homme-femme et des risques psychosociaux. Pour les horaires décalés, on fait tout pour que ce soit pris en compte par l'entreprise. Les shiplanners, par exemple, ceux qui gèrent les chargements des navires, étaient exploités parce qu'ils doivent être tout le temps disponibles. Il y a donc eu un accord, ils ont des primes pour ça. Donc, vous acceptez ou non la contrainte. Plus curieux, Olivier Patin dit ne pas être au courant des condamnations pour harcèlement moral du 3e armateur mondial en octobre 2022 et mai 2023. On a du mal à le croire. Nos témoins ont été moins surpris. Plusieurs nous ont expliqué que les salariés de la CMA-CGM attendent finalement peu des syndicats. Ancienne responsable de service à la direction des ressources humaines, Émilie se rappelle un peu en rigolant des longues discussions avec eux sur les haricots verts de la cantine. Elle estime surtout que le 3e armateur mondial est un acteur trop puissant pour que les seuls syndicats en soient le contre-pouvoir. Pour elle, c'est à l'État français de jouer ce rôle via la loi ou les impôts. Mais ça n'est pas le cas. Évoquée en 2022, la taxe sur les superprofits a finalement été enterrée. La compagnie maritime bénéficie aussi toujours de son régime fiscal particulier, une taxation sur la capacité de transport de ses navires. En 2022, le Sénat a calculé
que ça avait représenté seulement 2% de ses profits de 2021. En France, le taux de base de l'impôt sur les sociétés est de 25%. Bien que désormais loin de l'entreprise, vous allez l'entendre, Yann est toujours en colère. Il n'y a jamais eu de mise en place de vraies politiques RH, à part de la gestion administrative des RH. Puisque la CMA a maintenant du fric, elle doit avoir une réflexion sur la qualité de vie au travail. La famille Saadé n'en prend pas le chemin. Pour cause de retour à la normale du trafic et des tarifs, les embauches ont été gelées et l'accord sur le télétravail, qui est 2 jours par semaine, commence à être remis en cause par la direction. Il avait été soutiré quand même de haute lutte au sortir de la pandémie de Covid-19. Ces dernières années, la CMA-CGM a pourtant offert les moyens aux Saadé de repenser le management et l'organisation du travail dans leur groupe. En 2023, le bénéfice devrait encore largement dépasser 3 milliards d'euros. Mais la fratrie a préféré se diversifier et assurer ses revenus en multipliant les acquisitions pour maîtriser l'ensemble de la chaîne de transport. Récemment, il y a eu le prestataire colis privé, la branche logistique du groupe Bolloré ou la compagnie maritime marseillaise La Méridionale. L'endettement de la multinationale a aussi fondu. Avec ses investissements dans les médias et sa charité très ordonnée, la famille Saadé continue aussi de gagner en influence et en tranquillité.